Je suis absolument convaincue qu'on a un rôle déterminant à jouer dans une époque où on aime, dans nos médias souvent, parler de choc des civilisations entre l'Est et l'Ouest, et que nous sommes de fait dans des périodes de tension mondiale. La chance des musées, d'un musée de civilisation comme le musée Guimet, c'est de voir les choses sur le temps long, et de montrer que finalement, sur le temps long, ce rapport de civilisation est davantage un dialogue qu'un conflit, puisque sur des millénaires, nous voyons, à travers le témoignage des objets d'art, qu'il y a eu des circulations d'objets, des imitations et des fascinations par les artistes, que ce soit les artistes européens très tôt fascinés par les objets chinois qui leur arrivaient, et puis l'histoire de l'art montre combien la Chine a été autant fascinée par l'Europe que par le Moyen-Orient, par l'art iranien. Si l'orfèvrerie existe aujourd'hui en Chine, c'est bien parce qu'ils ont voulu imiter l'orfèvrerie iranienne. Donc, les civilisations démontrent qu'elles sont en dialogue permanent les unes avec les autres, surtout lorsque ces civilisations se répartissent sur des routes naturelles, alors que l'on appelle aisément aujourd'hui les routes de la soie, mais qui ont été dès la préhistoire, dès le néolithique, la route du lapis-lazuli, la route de l'ivoire, toutes ces routes naturelles d'est en ouest, de Chine en Méditerranée, ont favorisé sur le plan culturel, sur le plan artistique, le dialogue. Donc ça n'est pas une posture que de dire que finalement c'est un dialogue des civilisations. Et je pense que nous avons une vraie responsabilité aujourd'hui en tant qu'institution culturelle, et en particulier de musées qui conservent les témoignages, oserais-je dire, vivants de ces dialogues, de les montrer au public, de les expliquer, de les révéler, parce que ce temps long du dialogue des civilisations est évidemment moins connu que le temps court des quelques semaines que les médias promeuvent et qui peuvent aussi, auprès de chacun d'entre nous, déformer la vision d'une réalité. Et si on essaye de voir concrètement comment l'art chinois a pu fasciner l'Europe, je dirais qu'elle l'a fasciné de deux manières. Elle a fasciné les artistes d'abord, et puis elle a fasciné les collectionneurs. Alors les artistes, on le voit dans de nombreux domaines. Il suffit par exemple d'aller à la manufacture de Sèvres, qui a été la grande manufacture royale de production de céramique et de porcelaine française, pour voir combien, alors à la fois la technique de la porcelaine a évidemment fasciné ces artisans européens, et puis l'imaginaire, les scènes de genre, les portraits. Et ça se poursuit jusqu'aux peintres français, voilà, les impressionnistes, les pré-impressionnistes. On dit souvent qu'ils ont été fascinés par le Japon, ce qui est vrai, mais quand on regarde aussi leurs sources d'inspiration sur les paysages, l'importance de la peinture chinoise dans le positionnement du paysage, de la végétation, des arbres, des nuages. C'est tout à fait intéressant de voir comment cette question des nuages va passer à la fois par l'art iranien, les Ottomans, et se retrouver dans l'art européen. Donc on le voit dans toute une série d'objets, les tapis, les textiles.
Et ça commence très tôt, dès le 7e, 8e siècle. On se rend compte, et l'archéologie le prouve, puisqu'il y avait ce grand commerce des routes de la soie, mais aussi le commerce maritime qui arrivait vers le golfe Persique et qui irriguait tout le Proche-Orient, puis la Méditerranée. Donc cet imaginaire chinois se constitue en Méditerranée et en Europe et va nourrir les artistes jusqu'à aujourd'hui. Et puis les collectionneurs, ça n'est pas à négliger non plus, parce que j'ai évoqué le grand collectionneur porcelaine chinoise, Grand Didier, qui se met à obsessionnellement collectionner les porcelaines chinoises à la fin du XIXe siècle. On peut s'interroger, qu'est-ce qui crée cette fascination pour cet art chinois chez quelqu'un qui n'aura jamais été en Chine, qui n'était pas sinologue, qui n'avait pas une connaissance de la culture chinoise, mais qui était juste fasciné par ces objets extraordinaires. Donc on a de multiples sources d'entrée, de témoins de cette fascination de l'Europe pour la Chine.